L'histoire des mines de charbon du bassin de l'Arc, ce n'est pas juste quelques puits au XXe siècle, à Gréasque ou à Gardanne. Cette histoire est bien plus longue et bien plus riche. Elle couvre 5 siècles. Depuis les premières exploitations artisanales jusqu'à la mine la plus profonde d'Europe. Cette balade de 13 km, au départ du musée de la mine de Gréasque, parcourt les rues de la commune et s'enfonce dans la forêt des œuvres à la recherche des vestiges miniers du XIXe siècle. Vous êtes prêts? Alors venez, remontons le temps ensemble. Notre parcours démarre du parking devant le musée. Il passe entre les piliers en pierre, en haut de la route de la Chapelle. Le balisage est noir sur fond blanc. Cette route descend vers le centre-village, en longeant la cité sud, les anciens logements des mineurs du puits et l'Idoissel. Après la place des mineurs et le centre aéré, le passage piéton nous emmène face à la salle Jean Moulin, près du gymnase et du collège. Cet espace était autrefois occupé par les quais de la gare de chemin de fer qui transportaient le charbon jusqu'à Marseille. En contournant ces bâtiments par la gauche, on rejoint le boulevard Marius-Olive et la mairie. Attention, le parcours retour repasse par la mairie en venant du parc du château. À l'aller, il faut tourner à droite et descendre la rue Émile Zola. Au passage, on croise d'autres traces du passé minier dans le village. La place Lescure et sa fontaine, ainsi que le cours Ferrer, anciennement nommé Biver, d'après un ancien directeur des mines. Au bout de la rue Émile Zola, il faut prendre à gauche et longer les bâtiments neufs pour rejoindre la voie verte. Le parcours suit la route avant de tourner à gauche après les bâtiments et de remonter vers la barrière DFCI. En suivant la voie verte, regardez bien ce tube. Il n'est pas lié aux mines, mais plutôt à l'usine Alteo de Gardanne. Il va jusqu'à Cassis. Après environ 1 km, on arrive à un changement de direction. Il faut descendre les escaliers à gauche pour rejoindre l'entrée de la forêt des œuvres. Celle-ci propose un parcours de santé tout autant que nos fameux vestiges miniers du XIXe siècle. Les chaussures de marche sont un plus, mais le dénivelé restant faible, on peut très bien faire ce parcours avec de simples chaussures de sport, de l'eau et un chapeau. Cette partie de la forêt reste très souvent accessible, même en été. Le ruisseau varie souvent en fonction des pluies. Si vous ne pouvez traverser en sécurité, il y a un petit pont près de la retenue d'eau du tombereau qui permet d'aller sur l'autre rive. C'est là que se trouve notre premier vestige minier, une descenderie, ou plutôt une entrée préservée de descenderie, par laquelle hommes et enfants, les mendis, passaient avec leurs outils et les couffins de charbon. Il n'y avait pas de chevalement ni de cage d'ascenseur alors. Et pourquoi ne pas faire une petite pause ici, afin d'écouter l'eau et les grenouilles du bassin. Après le tombereau, il faut marcher environ 1 km pour arriver à notre vestige suivant, bien plus ancien cette fois. Il s'agit d'une ancienne voie romaine qui conserve quelques rares traces de pavage et de bornes miliaires. C'est aussi la montée la plus longue de tout le parcours. Au point kilométrique 4,3, c'est-à-dire à 4 km 3 du départ, on arrive à un croisement. Le chemin du retour, qui ne prend pas la voie romaine, se fera par le chemin de droite. Notre vestige suivant est en haut du chemin, bien plus large, qui monte sur la gauche. Il s'agit de la cheminée et des bassins de l'ancien puits Bonaventure, lui aussi du XIXe siècle. Ce puits utilisait une machine à vapeur pour pomper l'eau des mines. C'est ce que l'on nomme l'exore. Il a fermé en 1889. Après une nouvelle petite pause florale près des bassins, rejoignons le chemin principal et poursuivons vers le vestige suivant à environ 2 km.
Au point kilométrique 7, on arrive à la cité du Tubé. Tout près de là, on trouve un autre vestige minier, le puits Béthune, qui a fonctionné de 1851 à 1889. Il sert encore à la surveillance des sorties de gaz de mine. Attention à bien regarder le balisage dans cette zone, car en explorant les nombreux vestiges de cette cité minière, on se retrouve vite hors du sentier de randonnée, et la forêt est assez dense ici. Cette cité minière est la première de notre bassin. Elle a été créée pour loger les Italiens, les Piémontais, que la compagnie était allée chercher pour casser la grève des mineurs locaux à la fin du XIXe siècle. Elle a toutefois perduré jusqu'à l'époque du puits Élie-Doissel et à la fin de la construction des cités minières de Gréaste. La cité minière du Tubé a probablement été abandonnée dans les années 1930. On a dénombré 12 logements. Les archives parlent de 162 habitants. Les maisons, petites, avaient un lavoir accolé. D'autres bâtiments, parmi lesquels une cantine, complétaient la cité minière. À environ 1 km du Tubé, on passe devant le premier puits vertical du bassin, le puits du Breuil. Il date de 1820, mais il ne reste désormais plus que la dalle explicative. Le puits Saint-Pierre, tout proche, est dans le même cas. 1,5 km plus loin, on se retrouve à un grand carrefour. Il faut prendre le chemin de gauche pour rejoindre le dernier vestige, le puits Prosper. Au point kilométrique 10, on arrive à l'ancien puits Prosper, souvent nommé l'hôpital par les Gréasquéens. C'est le dernier puits, foncé en 1858, pour soutenir l'exploitation du secteur nord-est, à l'époque du comte de Castellane. La végétation reprend ses droits ici, et cache parfois les vestiges. En dehors de la plaque de fermeture du puits et de la dalle explicative, on peut surtout voir des arcatures. Celles-ci soutenaient un système de transport du charbon. Pas très loin, il arrive de voir des pins avec des marques d'une ancienne activité de gémage, de récupération de la résine pour faire de la térébenthine. 1 km après le puits Prosper, on se retrouve au croisement déjà vu à l'allée entre la voie romaine et le chemin, plus petit et plus court, prévu pour le retour. Celui-ci passe par le parc du château, qui reste ouvert au public toute l'année. Il suffit de reprendre ensuite le boulevard Marius-Olive, qui passe devant la mairie, et de retraverser devant la salle Jean Moulin pour remonter jusqu'au musée. Ce parcours de presque 14 km se fait en général en 4 heures. C'est ce que l'on nomme un parcours permanent, car il reste balisé toute l'année. Le nôtre est validé par la FFSP, la Fédération française des sports populaires. Le livret détaillé du parcours est disponible au musée. Il peut également se faire sur une journée événementielle, habituellement vers la mi-juin. C'est ce que l'on nomme une marche populaire. Le musée organise parfois un jeu de géocaching sur une partie du parcours. N'hésitez pas à vous renseigner. La forêt est fragile. Son accès est réglementé du 1er juin au 30 septembre. Pensez à vérifier en appelant le 0811 20 13 13 ou bien en passant directement au musée. À bientôt.